Organiser, préparer, informer. Alexandre Dubé. Le bureau d'enquête nous apprend à la une du journal ce matin de nouvelles révélations entourant l'avocat en disgrâce, maître Daniel Rochefort. Jean-Louis Fortin est directeur du bureau d'enquête de Québécois. Salut Jean-Louis. Salut Alex. Là, les témoignages d'inconduite sexuelle se multiplient. Lui, il a été chargé de cours à l'UQTR, il a été chargé de cours à l'université ici à Montréal. Ouais. Et là, ce qu'on s'aperçoit, Jean-Louis, puis tu pourras entrer dans le détail de ces histoires-là, c'est que ça se parlait depuis plusieurs années, là, qu'il fallait faire attention à Maître Rochefort. Ça se parlait, mais c'est comme si l'Université de Montréal n'avait rien fait ou n'avait pas fait grand-chose. Puis là-dessus, d'entrée de jeu, je te dirais, je vais saluer le travail de mes collègues au bureau d'enquête, Sarah-Maude Lefebvre et Nicolas Brassard, qui ont, au cours des dernières semaines, retourné chaque pierre, parlé à des victimes alléguées, parlé aussi à des gens à l'Université de Montréal qui leur ont permis de comprendre que, tu sais, des fois, quand une histoire d'agression sexuelle alléguée sort, les gens finissent par dire « Ouais, on le savait, ouais, on avait des signes. » Mais pourquoi tu n'as pas agi avant? Puis dans ce cas-ci, là, ce qu'on démontre, c'est que depuis 2012, pas depuis 2025, là, depuis 2012, il y avait des dossiers à l'université qui existaient pour documenter ce qui était reproché à Maître Daniel Rochefort. Et pas des choses anodines, tu sais, des comportements vraiment inacceptables et dégradants en pleine classe, selon ce que des victimes ont raconté à mes collègues. Et donc, l'association étudiante avait porté plainte, le secrétaire général avait porté plainte. Et ce qu'on a découvert, et ça c'est particulièrement troublant, c'est que l'Université de Montréal avait comme politique que les enseignants ou les chargés de cours étaient en quelque sorte jugés par leur pairs. C'est-à-dire que si par exemple un chargé de cours, comme le cas de M. Rochefort, faisait l'objet d'allégations, ben c'était des collègues qui allaient évaluer son cas. Donc, tu sais, on peut comprendre quand un enseignant a une certaine notoriété, une certaine influence, ben tu veux pas trop être sévère avec lui. Il n'était pas jugé par ses patrons. Premier problème. Deuxième problème, les dossiers étaient supprimés après 2 ans. Donc, après 2 ans, on effaçait tout et on recommence. Fait que tout ce qui a pu être accumulé concernant ce chargé de cours-là, ben c'est comme si c'était effacé puis on n'était pas capable d'accumuler des informations. Et l'université a reconnu que les éléments dans notre enquête sont assez préoccupants et qu'effectivement, il fallait changer la façon de faire. Fait que là, ben maintenant, c'est comme ça devrait être. Hein, quand un chargé de cours fait l'objet d'allégations, ben c'est ses patrons, c'est la direction de l'université qui va le juger, qui va décider s'il y a des actions disciplinaires à prendre. Mais je te dirais, l'accumulation de témoignages, autant d'ex-étudiantes de l'Université de Montréal, de l'Université du Québec à Trois-Rivières, au campus de Sorel-Tracy, montre là, que on a affaire là, à quelqu'un qui aurait récidivé et qui aurait eu ces comportements-là pendant de longues années. Et puis, on sait, hein, il fait face à une dizaine de chefs d'accusation criminels. L'enquête est en cours, mais également, là, c'est quelqu'un qui, selon les procureurs de la Couronne, aurait sévi pendant de nombreuses années. Parce que, Jean-Louis, il y a la situation à Montréal, mais il y a aussi la situation à l'UQTR. Et dans les pages du journal, ce qu'on apprend, c'est qu'il y aurait donc une jeune étudiante. Après un cours, Maître Rochefort aurait dit à ses étudiants, on va aller prendre un verre, la gang, ensemble. Et là, il lui offre un lift. À l'intérieur de ce véhicule-là, il aurait eu des comportements sexuels inappropriés. Et ça l'a vraiment traumatisé, là, cette étudiante-là. Et elle a essayé de se tourner, à un moment donné, vers une personne en autorité qui lui a dit « Ah, ben, je comprends, mais tu sais, t'as pas de preuves. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Allô, l'écoute? Hein? Allô, le je vous crois, là? C'est ça, tu sais, ça va être ta parole contre celle d'un enseignant, d'un chargé de cours. Ah, mais pose des questions, enquête. Ben oui. C'est une jeune femme qui n'a pas l'impression d'avoir été prise au sérieux, comme bien d'autres, malheureusement.
Mais tu sais, c'est grave, là. Selon ce qu'elle nous raconte, être séquestré dans une voiture, pas capable de sortir, les portes sont barrées, puis t'es victime d'attouchement. Je veux dire, tu peux pas. C'est traumatisant. Puis elle l'a dit à ma collègue Sarah Maud Lefebvre, là, à sa cérémonie de remise de diplôme, elle n'avait pas le goût de fêter. Elle n'a même pas pris de photo de sa cérémonie de remise de diplôme tellement Évidemment. Elle associait ça à des événements traumatisants. Donc, ça a marqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes femmes sur le passage de Daniel Rochefort. Mais ça en dit long sur les organisations aussi. Ben tu sais, Isabelle, c'est ce qu'on démontre avec cette enquête-là, je pense, c'est que oui, les victimes doivent porter plainte, puis c'est pas toujours évident, on le sait à quel point revivre des événements traumatisants comme ça. Mais les institutions qui sont en position d'autorité, elles peuvent faire quelque chose. On nous dit que les pratiques ont changé, justement, à l'Université de Montréal, je le disais un peu plus tôt, là. Maintenant, les patrons peuvent agir, les dossiers sont pas supprimés après 2 ans. C'est un peu la moindre des choses, mais oui, les institutions doivent s'ouvrir les yeux. Mais Isabelle, comme femme, là, ça te dit quoi, toi, sur ce processus-là? Sur le fait que, tu sais, on s'est même pas donné la peine de poser des questions. Ben, c'est comme si ça change pas. Parce qu'il y a des histoires qu'on ressasse à chaque année. Puis des fois, on dit « Ah, ça date d'il y a longtemps, il y a 20 ans. » Mais on se rend compte qu'encore aujourd'hui, c'est pas parfait. C'est loin d'être parfait. Puis en plus, on va souvent dire « T'as rien qu'à porter plainte. Mais pourquoi t'as pas agi? Mais pourquoi tu fais pas ça? Ah, les femmes, on sait bien, vous autres. » Je trouve que quand on entend des témoignages comme ça, on réalise à quel point, dans le fond, on n'est pas pris encore au sérieux à ce jour. Même si certains vont dire qu'on s'est amélioré. Moi, ça me fâche quand même de lire ça ce matin. Ça. Et il faut bien dire que la police de Montréal a lancé, il y a quelques semaines, un appel au public parce qu'elle recherche des victimes potentielles de Daniel Rochefort. Alors, on peut penser que le processus va être... on présumera pas là, qu'elle ne sera pas prise au sérieux. Au contraire, je pense que là on s'est ouvert les yeux enfin sur ce cas-là. Les victimes vont être rencontrées, vont être accompagnées, etc. Alors la police de Montréal a invité tout le monde qui aurait de l'information à communiquer au 911 ou avec la section des agressions sexuelles du SPVM, 514-280-8502. Et ben, ce sont des plaintes qui sont traitées avec confidentialité, avec respect, nous dit-on. C'est qu'on a des enfants, là, par exemple, je pense à ma nièce. Est-ce que ça me tente qu'elle aille étudier à l'UQAM? L'Université de Montréal, écoute, effectivement, quand il y a des allégations comme ça, puis on se rend compte que l'université n'a pas nécessairement agi avec toute la diligence requise, effectivement, on peut poser des questions. Mais on se pose aussi la question suivante, de se dire, écoutons, il est resté combien de temps le loup dans la bergerie, là? Parce que juste dans les pages du journal ce matin, là, il y a l'histoire à l'Université de Montréal, il y a l'histoire à l'UQTR. Mais il y a des employés, des ex-employés qui travaillaient à son bureau aussi qui disent avoir vécu l'enfer. Là. Deux jeunes femmes adjointes juridiques, donc qui étaient en tout début de carrière. Imagine, là, tu viens d'être embauché, c'est ton premier emploi, tu es sorti de l'université, puis ton patron, selon ce qui est allégué, selon les témoignages de ces femmes-là encore aujourd'hui, te fait venir dans le bureau, se frotte sur toi. Tu sais, il y en a un qui affirme, il est venu se frotter sur moi, j'ai senti son érection, il me dit qu'il aimerait m'entretenir financièrement. Tu sais, tout ce qui est de plus répugnant. Et puis, ces jeunes femmes-là, pour la suite des choses, il y en a une qui nous dit, moi, il n'est plus question que je travaille avec des femmes. Je travaille aujourd'hui avec des hommes, pardon. Je travaille aujourd'hui dans un bureau d'avocats où il y a juste des femmes. Alors, c'est à ce point traumatisant, selon ce qui est raconté. Mais c'est que tu as une notion aussi de si tu portes plainte, est-ce que ça joue sur ma carrière? Est-ce que ça joue ensuite sur la suite des choses? Est-ce que je vais avoir une étiquette de la fille qui a porté plainte? Il y a tout ça aussi qui joue en ligne de compte. Surtout qu'il y a une des victimes alléguées qui a dû signer une quittance pour pouvoir quitter. Oui, on va te remettre l'argent qu'on te doit, on va te payer, mais tu t'engages à ne pas porter plainte à la CNESST. Je suis pas surprise de ça. Tu t'engages à renoncer à tout recours juridique, fait que poursuite pour avoir son salaire au civil. Ouais, on va te payer ce qu'on te doit, on va te donner l'enveloppe, va-t'en, là, mais tu pourras pas revenir contre nous. Ouais. Alors c'est particulièrement troublant. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Louis.